Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette session douleur. Merci d'être là aussi nombreux si tôt le matin. Je sais que ça n'a pas été facile de rentrer jusqu'à et qu'il y en a beaucoup qui font la queue. Donc merci d'être là. Cette session est consacrée à la douleur périopératoire, comment l'optimiser. Et nous allons accueillir notre premier orateur, Paul Zetlaoui, qui va nous parler douleur chronique et de la gabapentine. Merci Paul. Cette session, donc, c'est la gabapentinoïde qui ne marche pas. Et la question, c'est indication en anesthésie et en douleur chronique post-opératoire. Probablement celui-ci. Vous voyez ici, c'est la modélisation d'un récepteur calcique voltage dépendant. C'est à ce niveau-là que vont agir les gabapentinoïdes. Et vous voyez que c'est très beau. Ça ressemble à l'emballage d'un paquet cadeau. Ce problème, c'est que le cadeau est peut-être moins beau que son emballage. Très vite dans la salle, on va poser 4 petites questions, mais en quelques secondes. Qui pense que c'est vrai que les gabapentinoïdes sont indiqués dans la douleur aiguë post-opératoire et qui pense qu'ils sont indiqués pour éviter la chronicisation? Levez la main, on va faire ça très rapidement. Oh ben je vais arrêter mon topo, hein. C'est bon, merci. Bien sûr, ceci étant totalement faux, on le sait depuis pas très longtemps. Et puis, est-ce que ces médicaments ont des effets négatifs en post-opératoire? Donc, est-ce que ça augmente les effets dépresseurs et morphiniques? Est-ce que ça a une incidence sur des complications? Est-ce que ça augmente les complications post-opératoires? Ceci est vrai. Donc vous voyez, déjà, on a placé un petit peu le tableau et on va se poser 4 questions. Est-ce qu'il faut prescrire ces médicaments pour la douleur aiguë post-opératoire? Est-ce qu'il faut les prescrire pour éviter la chronicisation de la douleur post-opératoire? Est-ce que ces médicaments ont des effets délétères en périopératoire? Et qu'est-ce qu'on va faire de ces médicaments quand ils sont consommés par les patients en préopératoire? Donc, comme je l'ai dit, ce sont des bloqueurs des canaux calciques voltage dépendants spécifiques qui contiennent la sous-unité alpha-2 delta, donc c'est vraiment des médicaments très spécifiques, et c'est des dérivés du GABA que vous connaissez parfaitement. Voici une autre façon de montrer ce récepteur, et on a besoin qu'il y ait cette sous-unité-là pour que ça agisse. Ces formes de canaux calciques voltage dépendants qui contiennent la sous-unité alpha-2 delta, ils sont essentiellement au niveau du système nerveux central, spinal et supraspinal. Vous allez voir comprendre pourquoi je précise ceci. Il y a 4 médicaments dans cette famille. Le premier, la gabapentine, que vous connaissez, qui est le médicament de référence que tout le monde connaît. Et je vais parler des autres par rapport à la gabapentine. Il y a une forme qui est la prodrogue de la gabapentine, qui est ce médicament-là, donc qui n'est pas disponible en France, qui s'appelle Horizont ou Regnite. Il y a la prégabaline, qui est plus sélectif, le Lyrica, qui est plus sélectif que la gabapentine, un médicament qui n'est pas encore disponible en France et qui est peut-être un médicament important parce qu'il y a une action, pratiquement pas d'action supraspinale, donc une action essentiellement spinale, et ceci permettrait d'avoir probablement moins d'interaction ou possiblement moins d'interaction au niveau du système nerveux central. Donc c'est peut-être un médicament qui a un avenir. Si on regarde les indications de l'AMM de ces médicaments, la gabapentine et sa prodrogue, c'est épilepsie partielle avec ou sans généralisation, douleur neuropathique périphérique, du diabète ou de l'herpès. On va prendre le suivant, la prégabaline. J'ai marqué en rouge ce qui était différent. On a rajouté douleur neuropathique centrale, toujours herpès, diabète, et trouble anxieux généralisé d'adulte, qui est une pathologie qu'on va appeler psychiatrique autour de ceci, et qui n'est pas une indication pour l'anesthésie. Et enfin, le dernier médicament, la mirogabaline, qui ressemble à de la prégabaline, mais qui, en plus du fait de son action purement spécifiquement spinale, serait indiqué dans le syndrome des jambes sans repos. Si on voit la place de ces médicaments comme antalgiques, en dehors de l'anesthésie, vous voyez qu'à des doses extrêmement élevées, de 3000 mg par jour, les méta-analyses vous disent que ça peut procurer un bon niveau de sédation de la douleur chez 50% des patients. Donc ça peut, c'est la moitié des patients. Dans le cas des douleurs post-stériennes ou neuropathiques, du diabète. 50% des patients ne sont pas améliorés et arrêtent le traitement à cause des effets secondaires. Vous voyez que c'est déjà pas un très 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 bon médicament pour ceci. C'est le dernier papier du British Medical Journal sur le sujet qui reprend toute la littérature et qui dit que globalement, ça peut être efficace, toujours, ça peut être efficace chez quelques patients qui ont des douleurs neuropathiques. 40% des patients bénéficient d'une réduction de 50% de la douleur. 60% des patients ne sont pas améliorés. Si vous avez un médicament qui marche mieux que ça, vous pouvez le prendre. Et par ailleurs, ces médicaments n'ont aucun effet dans la douleur comme le lumbago, la sciatalgie, les migraines, alors qu'on voit
dans nos consultations des patients qu'on va opérer du rachis, qui sont pratiquement tous actuellement sous gabapentinoïdes. Et dans aucun pays du monde, ni en France, ni dans aucun pays du monde, ces médicaments n'ont indication pour la douleur post-opératoire, la chronisation ou la prémédication de l'anesthésie. Alors pourquoi prescrire un médicament comme ceci en anesthésie? Eh bien, le travail qu'a fait l'équipe de Valérie Martinez était de poser à des collègues pourquoi ils prescrivaient ces médicaments. Et l'effet attendu, c'était un effet antipyralgésique. Là, c'est la fréquence des effets attendus, la diminution de l'incidence de la douleur, vous voyez tout marqué, diminution des douleurs chroniques, l'anxiolyse, diminution des opioïdes. Et puis quand on voit ce qu'ils ont réellement obtenu comme résultat, ben, c'est un peu moins riche. Mais surtout, ils ont obtenu des effets secondaires. Alors, on s'y attendait ou on ne s'y attendait pas, mais on se rend compte que ces médicaments, en anesthésie, posent un certain nombre de problèmes liés à leurs effets secondaires. Et on rappelle que ces médicaments, et ce fait partie de leur AMM, ne doivent pas être associés aux morphiniques, aux benzodiazépines, aux neuroleptiques, des médicaments qu'on n'utilise jamais en anesthésie, et qui sont bien sûr contre-indiqués chez la femme enceinte ou la femme qui allaite. Et chose importante, et c'est marqué dans le RCP du médicament, c'est que ces médicaments augmentent le risque suicidaire. Donc ce n'est pas quelque chose de banal de mettre un patient de façon prolongée avec ces médicaments. Les gabapentinoïdes sont en train de devenir un problème de santé publique. Voici l'évolution des courbes. En bleu, la gabapentine, en rouge, la prégabaline, en 10 ans, en Écosse. La consommation, vous voyez que la gabapentine a été multipliée par 3, la prégabaline a été multipliée par 10, pour des médicaments qui sont essentiellement utilisés en dehors de leur AMM. C'est un vrai problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces médicaments sont devenus la première cause mondiale de mortalité liée à une interaction médicamenteuse, essentiellement avec les benzodiazépines et les opiacés. Donc, comment en est-on arrivé de ces médicaments qui sont des antiépileptiques pas très très bons, et c'est pour ça que les laboratoires qui les ont inventés ont essayé de trouver d'autres dérivés pour ces médicaments. Comment est-on arrivé de ces médicaments qui ne sont pas très efficaces à des médicaments qui sont prescrits dans toutes les pathologies neurologiques? Eh bien, c'est ce papier du New England, qui est maintenant ancien, qui s'appelle en français « L'héritage de la gabapentine, le marketing par la désinformation et la manipulation des données médicales ». New England Journal of Medicine. Donc vous voyez, ce n'est pas François ou Paris Match. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une très forte pression pour que tous les patients qui avaient un problème neurologique, n'importe lequel, l'épilepsie, la douleur, la bipolarité, tous ces patients étaient incités à recevoir ces médicaments. Et vous voyez, ceci, c'est dans ce qui est rapporté, pardon. Je ne veux pas voir un seul patient qui arrête avant 4800 mg de gabapentine, et puis ne me parlez pas de sécurité, ces médicaments sont très très bien. On nous rappelle que chez les gens qui prennent ces médicaments, il y a un risque de décès, surtout s'ils prennent comme nos patients, par exemple, qu'on vient de nous voir pour être opérés du dos, qui prennent la gabapentine et un morphinique quelconque. Donc il y a une majoration du risque de décès chez ces patients, donc il y a un vrai risque. En 2005, on écrivait que ces médicaments allaient devenir un problème de santé publique. Ils sont devenus un problème de santé publique. Il va falloir que l'on agisse au niveau de ces médicaments. Je me recentre maintenant sur l'anesthésie. Ça, c'est le miracle des gabapentinoïdes en anesthésie. Vous voyez tout ce qui a été montré comme effet efficace. C'est plus efficace que le bloc interscalanique pour la chirurgie de l'épaule. C'est efficace dans la douleur du cancer. Un médicament qui traite la douleur du cancer, c'est extraordinaire. Pour mon domaine à moi, ça traite les céphalées post-procédurales. C'est plus la peine de faire des blood patchs. Et depuis 2002, 600 publications internationales qui montrent les effets positifs des gabapentinoïdes dans l'anesthésie. Donc, qu'on soit tous tombés dans le piège à un moment, ça paraissait à peu près évident, et j'en ai prescrit, comme beaucoup d'entre nous. Et puis, 2014-2016, on commence à se dire, globalement, quand on lit bien les articles, ça finit toujours par, il faudrait des collectifs plus importants, les études mieux designées sont nécessaires, peut-être qu'il faudrait réfléchir avant de généraliser ceci. Et puis, quelle était la position des sociétés savantes? Vous voyez, en 2006, l'ASA, la Société américaine de la douleur, disait qu'il fallait donner ces médicaments post-opératoires parce qu'ils diminuaient les consommations en opioïdes. Et vous savez qu'aux États-Unis, c'est vraiment le problème majeur, c'est moins de morphinique. Et la SFA, en 2020, a été un petit peu plus prudente en disant que ces médicaments ne doivent pas être utilisés systématiquement chez les patients chirurgicaux. Et puis, il y a eu cette grande méta-analyse qui est parue, je ne sais plus, j'ai plus l'année, peu importe, 2020,
Verrier qui montre, mais si on reprend toutes les études qui ont été faites sur le sujet, qui montrent que la mesure à 24 heures, que ces médicaments n'ont aucun effet sur la douleur post-opératoire. Aucun. Que les effets secondaires liés à ces médicaments sont importants et on a un peu moins de nausées et vomissements, ce qui est assez observé assez fréquemment, mais on a d'autres médicaments pour traiter les nausées et le vomissement en anesthésie. Et si on reprend donc cette méta-analyse de Verret qui est parue en 2020, on remarque qu'aucune différence cliniquement significative sur la douleur post-opératoire aiguë, subaiguë, chronique avec ces médicaments. Ils sont associés à une plus grande incidence d'événements secondaires indésirables, à savoir l'étourdissement et les troubles visuels. Et là, dans leur étude, ils n'ont pas, de façon statistique, montré d'autres problèmes, donc ils les ont retirés. Et cette méta-analyse dit que rien ne justifie l'utilisation de ces médicaments de façon systématique dans la douleur post-opératoire de l'adulte. Et quand on reprend l'AMM de ces médicaments, on remarque que ces médicaments n'ont aucune indication pour la douleur aiguë, la douleur secondaire, la douleur chronique. Et de plus, toute la littérature ne supporte à aucun moment ces indications. Donc on va résumer en un mot. Les gabapentinoïdes pour la douleur post-opératoire, ça ne marche pas. Mais en plus, ça a des effets secondaires. Voici la partie gauche de la courbe, la relation dose-effet qu'il y a entre la consommation de gabapentinoïdes en préopératoire et l'incidence des complications pulmonaires post-opératoires. On va dire c'est un petit peu surprenant que les patients qui prennent ces médicaments fassent des complications pulmonaires. Et puis, la partie droite, ici, les relations dose-effet entre gabapentinoïdes et prégabaline et admission en réanimation en post-opératoire. C'est une vraie question, comment ces médicaments peuvent avoir des implications au niveau des complications pulmonaires. Voici cette petite base de données, 1 million de patients à peu près, opérés de PTH ou PTG, qui montre qu'il y a une relation dose-dépendante entre complications pulmonaires et dose de gabapentinoïdes consommés en préopératoire. On essaie de comprendre, on va rechercher sur le RCP du médicament, ça c'est les données de la base de données du médicament, et regardez que de façon assez fréquente, jusqu'à un patient sur 10, les patients qui prennent les gabapentinoïdes vont avoir des pneumopathies, des infections respiratoires, des infections urinaires. Ces médicaments favorisent l'infection et l'infection post-opératoire. Si on s'intéresse aux pneumopathies pulmonaires, c'est probablement par des micro-inhalations chez des patients qui sont un petit peu surdosés avec ces médicaments. On reprend aussi ici en chirurgie colorectale, on montre que les patients, c'est une petite étude avec 175 000 patients, ils ont des besoins accrus de ventilation post-opératoire, ils ont besoin de plus d'antagonistes malgré des plus faibles doses de morphinique, donc il y a un vrai problème d'interaction médicamenteuse. Et là, c'est de la celluliochirurgie, c'est une toute petite étude. Il n'y a que 9000 patients qui montrent que les patients qui ont reçu ces médicaments en préopératoire, ils vont rester plus longtemps en SSPI, ils vont être admis plus souvent en unité de soins intensifs après l'intervention. Ce qu'on nous dit surtout, c'est qu'il ne faut pas associer ces médicaments, c'est des patients naïfs, donc comme on le faisait en prémédication de l'anesthésie, il ne faut pas associer ces médicaments à un morphinique, un benzodiazépine, un neuroleptique ou n'importe quel dépresseur du système nerveux central. Ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des médicaments qu'on n'utilise jamais en anesthésie. Donc, en dehors de ces indications spécifiques, c'est vraiment des médicaments qui doivent être prescrits par des neurologues, des psychiatres dans le cas du trouble anxieux généralisé d'adultes. Ces médicaments n'ont pas d'effet favorable. Vous voyez qu'ils ont un ratio bénéfice-risque qui est inférieur à 1 dans la période périopératoire. Et si on essaie de répondre aux 4 questions qu'on a posées au départ, est-ce que ces médicaments ont des effets délétères en périopératoire? La réponse est clairement oui. Est-ce qu'il y a un intérêt à prescrire ces médicaments pour la douleur aiguë post-opératoire? La réponse est clairement non. Est-ce qu'il faut prescrire ces médicaments pour la douleur chronique post-opératoire? La réponse est clairement non. Et la question est, qu'est-ce qu'on va faire de ces médicaments chez des patients qui arrivent, qui vont être opérés, dans ce que je vois moi régulièrement, des patients qu'on va opérer du rachis parce qu'ils sont douloureux, qui reçoivent à la fois des morphiniques et des gabapentinoïdes. La littérature, elle n'est pas très claire. Il faudrait pouvoir les arrêter. Il faut imaginer que les arrêter 15 jours avant, c'est totalement impossible, mais par bonheur, ces médicaments ont une demi-vie très courte, tous. Donc on peut les arrêter 48 heures à l'avance. Sauf si les patients, on pourrait les arrêter quand on avance, sauf si les patients prennent des doses extrêmement importantes, parce que des doses au-delà de 3000 mg de gabapentine ou d'équivalent, donc c'est fait à peu près 1000 mg ou 900 mg de Lyrica, il y a un syndrome de risque de sevrage, pardon. Donc, on peut les arrêter chez les patients qui prennent des petites doses depuis pas trop longtemps. Il ne faut probablement pas les arrêter chez les patients qui prennent des grosses doses depuis longtemps. Et donc, clairement, on va dire adieu à ces médicaments dans le domaine de l'anesthésie. Je vous remercie.
Merci Paul. On va peut-être donner la parole à la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être en attendant, je vais poser une première question. Paul, tu n'as pas abordé quand même que les gabapentines, c'est indiqué dans la douleur neuropathique chronique. À aucun moment tu l'as dit, et beaucoup de patients ont ces traitements pour des douleurs neuropathiques en préopératoire. Voilà. Est-ce que peut-être le message un petit peu nuancé, qu'est-ce que tu en penses? Alors, la douleur neuropathique, je rappelle que l'AMM, c'est pose ostérienne et diabète uniquement. Tout le reste, ce ne sont pas des indications des gabapentinoïdes. Et le dernier papier du British Medical Journal rappelle que ça ne marche pas ou tellement mal dans les autres indications que ces deux indications-là, mais ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'on va en faire, nous, en anesthésie? Je pense que si les patients ont des doses, il faudrait pouvoir les arrêter en anesthésie. Maintenant, les patients qui ont, comme je l'ai dit, des fortes doses depuis longtemps, on s'expose à des syndromes de sevrage sur les arrêts, donc il ne faut pas les arrêter. Les patients qui, parce qu'ils ont une hernie discale, que le chirurgien opère 3 semaines après et qui vont avoir 1200 mg ou 900 mg d'équivalent de gabapentine associé à morphinique, il serait bien de les arrêter en préopératoire pour diminuer les risques qui sont liés à ces médicaments. Alors, mais dans le cas de la douleur neuropathique, il n'y a, je rappelle, que 2 indications à ces médicaments. C'est la douleur neuropathique centrale ou périphérique, diabétique ou posostérienne, ça ne marche pas dans le reste. Ça marche dans l'épilepsie, mais ces médicaments ne sont pas prescrits dans l'épilepsie parce que ce sont des antiépileptiques extrêmement faibles. Alors, je ne partage pas tout à fait ce que tu dis là, parce que tu sais qu'il y a des recommandations internationales, nationales, qui posent les gabapentinoïdes en première intention, en première ligne. C'est comme ça que les médecins et dans les centres de la douleur, on les traite. Et puis, la prégabaline, elle a l'indication de douleur neuropathique chronique, centrale, périphérique et centrale. Oui. Et elles ne sont pas que sur ces deux indications que tu dis, la douleur post-ostérienne et le diabète. C'est vrai que ça pose, c'est des médicaments qui ont un effet modeste, c'est un NNTA de 7, c'est-à-dire qu'il faut traiter un patient sur 7 pour en avoir un qui fonctionne, un efficacité modeste, mais ils sont quand même dans les recommandations. C'est pas si simple. C'est pas simple. Donc, comme je dis, si les patients les ont de façon chronique, il faut les continuer. Les patients qui les ont de façon aiguë autour, je reprends l'exemple typique de la hernie discale, si il arrive, il va voir le chirurgien, on le voit, on l'opère 15 jours après, si on peut, il faut les arrêter. Les patients qui en ont à dose élevée depuis longtemps, on sait qu'il y a des syndromes de sevrage possibles, il faut les continuer. Mais sortons du cas de la douleur chronique, qui n'était pas le cas de mon exposé. En périopératoire de l'anesthésie, ce ne sont pas des bons médicaments, clairement. Et je répète, si on peut les arrêter, tant mieux. Si on ne peut pas les arrêter, forte dose ou traitement de longue durée, il faut continuer le traitement tout en sachant que on va peut-être avoir des complications ou des effets secondaires liés à l'interaction avec les médicaments que l'on prend. Il y a peut-être une indication de niche qui concerne la frontière entre le patient aigu et le patient chronique, qui est le patient qui revient en post-opératoire précoce avec un début de neuropathie, avec des douleurs neuropathiques qui commencent. Je crois que ça n'a pas été bien exploré, l'impact de la prégabaline sur le risque de chronicisation quand on est encore à la sortie de l'aigu et pas tout à fait dans le chronique. Qu'est-ce que tu penses de cette indication-là? Parce que souvent, quand on envoie un patient en consultation de la douleur, il revient avec du Lyrica parce qu'il n'y a pas d'autre solution disponible. Oui, mais est-ce que ça marche? La question, c'est on peut donner des tonnes de médicaments aux patients, mais est-ce que ça marche? La littérature, elle ne supporte pas ce genre de traitement. On en a tous prescrit. Moi, depuis 3 ans, j'en prescris plus du tout de ces médicaments, mais on a tous donné des gabapentinoïdes en anesthésie, en prémédication. J'ai même vu des patients qui avaient des doses délirantes pour une cataracte en ambulatoire. Bon, tout ça, c'est maintenant. Oui, je vous assure, madame, on a arrêté tout ceci. Mais est-ce que ces médicaments marchent? C'est pas certain. On a tous été totalement bluffés par le marketing. Pour que vous avez vu l'article, pour que le New England ose écrire ceci, c'est quand même quelque chose d'important. La manipulation des données scientifiques, c'est la première fois que le New England écrit quelque chose comme ceci. Donc, s'il y a des patients qui sont soulagés, tant mieux. Mais comme tu l'as dit, c'est 1 sur 7.
Je comprends votre question et c'est un problème clinique auquel on est confronté, mais ce n'est pas parce qu'on a une douleur neuropathique qu'il faut donner un médicament dont on sait qu'il ne fonctionne pas dans la douleur neuropathique parce qu'on a eu du marketing qui nous dit qu'il faut en donner. On sait que ces médicaments ne fonctionnent pas. Et dans le cadre de la douleur spécifiquement neuropathique, je vais laisser les deux experts répondre à ma place. Oui, tout le monde. Totalement d'accord. Alors juste le topo de Paul, c'était préopératoire. Pour le... Merci. Voilà. Non, mais c'est bien d'ouvrir le débat. Voilà, Oui, c'est ça. c'est bien. Mais si vous y croyez, continuez à en faire, mais rien dans la littérature ne supporte ces médicaments périopératoires. Je pense que pour un anesthésiste, il n'y a aucune raison d'utiliser ces gabapentinés en périopératoire. Pour les indications pour lesquelles il y a des recommandations sur la douleur neuropathique, eh bien, si le patient est avec des médicaments qui est indiqué dans la douleur neuropathique et qui est suivi dans l'ensemble de la douleur, c'est qu'il en a besoin. Et ce n'est pas le moment d'arrêter parce qu'il va avoir des douleurs terribles. Quand on diminue de 300 mg, c'est terrible. L'initiation d'un traitement récent chez un patient qui va être opéré, qui est opéré dans le cadre de la prévention de la douleur chronique post-opératoire, ça ne marche pas. Maintenant, on est tous d'accord, c'est un patient qui est traité de façon chronique par ces médicaments et souvent par des fortes doses, et j'ai posé la question, je pensais y avoir répondu clairement. Chez ces patients-là, il ne faut pas arrêter ces traitements, parce que d'abord, vous risquez des syndromes de sauvage, qui sont autres que les douleurs, et plus la réapparition des douleurs. Donc il y a bien deux situations différentes. Le périopératoire, monsieur, j'arrive, j'ai une hernie discale, mon chirurgien, mon médecin m'a mis, parce que les généralistes prescrivent ça à tour de bras actuellement, gabapentine, Lyrica, on va voir arriver les autres, et plus un petit peu d'oxycodone, parce que c'est mieux. Ils arrivent, ils sont opérés 15 jours après. Il faudrait pouvoir arrêter ces médicaments. Maintenant, les patients qui sont pris en charge dans le cadre de leur douleur chronique, comme je l'ai expliqué, il ne faut probablement pas arrêter ces médicaments pour deux raisons, parce qu'on aurait une réapparition des syndromes douloureux et on aurait des syndromes de sevrage qui sont parfois difficiles à récupérer. Mais ce sont deux situations totalement différentes. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est bien qu'il y ait eu ce débat, parce qu'au final, ça permet de préciser la place des gabapentinoïdes. La pire utilisation étant probablement l'utilisation en prémédication, où on envoie à un patient naïf 1200 mg de gabapentine le matin de l'intervention, juste avant la morphine, la salle de réveil, la ventilation, etc. Il y a des papiers à 3600 mg avant une cholécystectomie, en ambulatoire. Mais ils ne sortaient pas de l'hôpital. Ah bon, mais... D'autres remarques, des questions? Vous ne faites plus de gabapentinoïdes, Non. Bon, c'est bien. Merci. Merci, Paul. Ici. Il y a le micro juste à côté, peut-être, si vous voulez vous lever. Non. Changer d'avis.